prétextant du fait que c'était le seul moyen de parvenir à la prospérité. Aujourd'hui, je pense que tous les excès de son politique, les analyses plutôt sur les excès de ces politiques sont partagées, à tel point d'ailleurs que le principe du protectionnisme et le principe de limiter le libre-échange de manière raisonnée est admis par quasiment l'ensemble de la classe politique, y compris d'ailleurs LREM. Alors, après, il faudra voir les faits, mais ce que je constate, c'est qu'on n'est pas d'accord sur les modalités, on n'est pas d'accord sur les échelles, mais le principe est acté. Mais il y a quand même des sujets aussi importants que les sujets européens sur lesquels ces différentes droites qu'on évoquait à l'instant sont loin d'être tout à fait alignées. Eh bien, j'allais y venir. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans ce qui se passe chez les Républicains aujourd'hui. C'est qu'en fait, les Républicains payent, selon moi, une ambivalence maintenant de longue date qui est la création de l'UMP. La création de l'UMP qui est en réalité la née d'une grande fusion du centre, de l'UDF à l'époque, et du RPR, donc de la droite populaire de l'époque. Avec des pro-européens et des euros plus sceptiques, on va dire. Exactement, et on s'est retrouvé structurellement avec un nouveau mouvement dont les élus étaient plutôt centristes, donc plutôt proches de LRM aujourd'hui, et on en voit régulièrement la démonstration, et un électorat qui, lui, était plus proche du Front National et qui, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, pour une grande partie d'entre eux, plaidait avec des alliances avec le Front National. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, cette ambivalence a été payée très chèrement sur le plan électoral. Tout le monde n'en tire pas les mêmes conclusions. On va pouvoir développer ça après, je pense, mais on se retrouve avec des initiatives comme celle de Gérard Larcher, qui, objectivement, est un géant institutionnel, mais est un nain électoral. Et manifestement, le président du Sénat. Exactement, le président du Sénat, qui est donc chez les Républicains, et qui, manifestement, continue de penser que l'ouverture se fera sur le centre, en maintenant un postulat qui est un postulat dépassé. Pourquoi, à l'époque, la droite avait tiré vers le centre? C'est parti de Giscard, en réalité, de Valéry Giscard d'Estaing, qui, à l'époque, s'était dit « je vais gouverner au centre sur les classes moyennes », en se disant « aujourd'hui, les classes moyennes sont fortes, les classes moyennes vont augmenter jusqu'à probablement 2/3 de la population française, et à partir de là, il sera plus facile de gouverner au centre ». Sauf que cette donnée sociologique n'est plus vraie. Donc il faut tout refonder. Et Laurent Wauquiez a proposé, par exemple, des états généraux de la droite. Est-ce que vous dites, quand on vous écoute, on pourrait se dire que vous allez y participer, qu'il faut réfléchir justement à ces Non, je ne suis pas chez les Républicains. En tout cas, j'espère que précisément ce courant de droite qui a été un peu malmené ces dernières années, trahi à certains égards, qui a subi une forme de terrorisme intellectuel de la gauche et qui a été victime de cette stratégie au centre, va se faire entendre. Concrètement, ça passe par quoi? Ça veut dire que demain, vous estimez qu'il peut y avoir un grand parti de droite qui rassemble les familles politiques qu'on vient d'évoquer? Non, mais j'estime que, malheureusement, et je le regrette, aujourd'hui, le Rassemblement national ne peut pas capter à lui seul l'ensemble des personnalités politiques, des élus ou même des électeurs. Pour différentes raisons, parce que c'est vrai que, après tout, dans les grandes familles de droite, il y a des différences notables, parfois même dans le rapport à l'Europe, même parfois sur l'économie. Tout le monde n'a pas exactement les mêmes solutions. Alors pourquoi ça bloque avec et tout le monde n'est pas amené à fusionner. Ce que je crois en revanche indispensable, c'est que demain puisse émerger, je l'espère, de cette débâcle des Républicains, ce courant de droite qui se structure, qui puisse demain accepter le principe d'une grande coalition avec le Rassemblement national, en gardant ses spécificités, parce qu'après tout, c'est aussi sain pour le débat démocratique de pouvoir avoir des différences et être stimulé par ça. Mais pourquoi ça bloque avec le Rassemblement national? Vous dites que ça ne peut pas être par le Rassemblement national. C'est quoi? C'est le nom Le Pen qui bloque? C'est la personnalité de Marine Le Pen? C'est la ligne politique? Non, je ne crois pas, mais je crois qu'aucun parti, à lui tout seul, de toute façon, peut aspirer l'intégralité d'un courant politique. Enfin, je veux dire, ça ne s'est jamais vu. Nos modes de scrutin jusqu'alors permettaient l'élection sur la base d'alliances entre différents partis qui chacun avait leur histoire, leur héritage, leurs particularités, leurs solutions sur des sujets. Je voudrais juste qu'on rappelle le score des Républicains, vous y faisiez allusion, 8,48% pour ces européennes. C'est le plus bas score jamais enregistré pour les Républicains. On a entendu beaucoup d'appels tout au long de la semaine venus de la famille politique des Républicains disant que Laurent Wauquiez doit démissionner. Est-ce que vous considérez qu'il doit démissionner? Mais ça, c'est pas mon sujet. Je veux dire, c'est le sujet des Républicains. Je suis pas là pour dire qu'il doit être à la tête. En tout cas, ce qui est sûr. Est-ce que vous le feriez à sa place? Ce qui est sûr, je suis pas à sa place, donc je vais pas. Quand on a essuyé un tel revers. Je vais pas. En tout cas, ce qui m'intéresse, si vous voulez, plutôt que la position de Laurent Wauquiez, c'est la mauvaise foi qui a consisté ces dernières semaines de la part précisément de tous ces élus, soit qui ont soudainement retourné leur veste, comme Guillaume Pelletier ou Geoffroy Didier, vous savez, ces gens qui défendaient la droite forte à une certaine époque, la droite populaire, la droite nationale, et qui d'un coup expliquent qu'il faut vivre avec son temps. Donc voilà, être dans le vent, l'ambition d'une feuille morte. Voilà, donc toutes ces feuilles mortes qui ont envie soudainement de s'allier à Emmanuel Macron.
Non, ils m'ont pas déçu parce que je n'ai rien attendu de ces personnalités-là. En revanche, j'ai trouvé assez détestable d'utiliser, d'utiliser François-Xavier Bellamy comme bouc émissaire. Lui, et à travers lui, son courant, si tant est qu'il ait été vraiment identifié par les Français, moi je crois surtout que à travers... Pour dire les choses clairement, une droite catholique conservatrice. Oui. C'est ce qui a été reproché à Oui, François-Xavier c'est ce qui a Bellamy. été reproché. Moi, je crois surtout que François-Xavier Bellamy, je ne connais pas personnellement, donc je ne veux pas me faire l'avocat, mais j'ai envie d'être honnête, si vous voulez, sur le constat, a été victime de plusieurs choses. La première, c'est qu'il a été victime du vote de son groupe au PPE, au Parlement européen, qui était indéfendable. Voilà, parce qu'avec ce groupe de LR au Parlement européen qui vote le traité de Marrakech, qui vote les financements pour l'adhésion de la Turquie, qui vote les traités de libre-échange, avec la ligne que c'était censé défendre François-Xavier Bellamy, c'est évidemment indéfendable. Il est victime de l'hétérogénéité et de l'incohérence de sa liste. Enfin, lui-même défendait, je pense, une voie dans laquelle la souveraineté de la France pourrait quand même être défendue dans le cadre européen. On avait des européistes forcenés également dans le cadre de sa liste. Et surtout, il est victime, disons-le, d'un phénomène européen qui est probablement une aubaine, de disqualification des grands partis traditionnels, comme on peut le voir en Italie, avec Forza Italia, le parti de Berlusconi qui est à 8-9%, le parti conservateur au Royaume-Uni qui également, lui, est à 8%. Donc voilà, il est emporté par une vague. Et qu'est-ce que vous leur dites à ces électeurs qui se sont portés sur François-Xavier Bellamy et qui aujourd'hui se retrouvent d'une certaine manière désorientés, désemparés, parce qu'ils voient que cette voix, elle n'a que peu convaincu dans la campagne. Ils sont entourés par deux géants qui sont le Rassemblement national et la République en marche. Non, mais je leur dis précisément que ne pas confondre les raisons de cet échec, qui profondément, en dehors de tout ce que je viens de développer, vient selon moi, et on en a parlé tout à l'heure, de cette ambivalence de très longue date des Républicains. Je crois qu'il faudrait s'entendre un peu sur cette définition du conservatisme. Ça m'intéresse parce que j'entends la dénonciation du conservatisme de part et d'autre. Il y a un sujet là-dessus dans le débat, puisque c'est vrai que c'est compliqué de débattre si on ne s'accorde pas sur les mots. Alors c'est quoi pour vous le conservatisme ? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mots, si vous voulez, dans le débat public, qui sont des espèces de mots valises qu'on se jette au visage comme ça, populiste, conservateur, et personne n'a la même définition. Le conservatisme en France n'est pas un courant politique structuré. C'est un courant qui a disparu au moment de la Troisième République. Donc on n'a pas de tradition conservatrice avec une doctrine bien définie, comme on pourrait par exemple le retrouver dans les pays anglo-saxons. Le conservatisme, tel que je l'entends et tel que je crois que l'entend François-Xavier Bellamy, et tel dans lequel peut se retrouver, d'ailleurs j'en suis convaincue, l'immense majorité des Français, et en particulier des Français de droite, c'est une sorte, je dirais, de disposition de l'esprit. Voilà, de disposition de l'esprit qui consiste à vouloir conserver des héritages séculaires, millénaires, dans lesquels on a des leçons du passé, des bénéfices du bien, du vrai, du juste, de regarder l'avenir et le futur, non pas avec une espèce de fascination enfantine comme le font les progressistes, mais avec une prudence, voilà, une prudence. Certains de vos adversaires vous diraient que c'est être réactionnaire. Non, je ne crois pas du tout. Je pense qu'en fait, dénoncer le conservatisme, c'est dénoncer le combat civilisationnel. Parce que le conservatisme, en fait, ça n'est rien d'autre que cela. C'est défendre, conserver précisément la civilisation, donc l'identité, donc les mœurs, les usages et évidemment la nation. C'est bien évidemment conserver la spécificité des terroirs et des territoires, donc avec des sujets très actuels. On retrouve la question de l'écologie, on retrouve la question de l'environnement au sens large, on retrouve la question de la bonne alimentation. Mais qui est conservateur aujourd'hui en France au sens où vous l'entendez ? Est-ce que c'est... Ah bah là, dans tous les sujets dont je vous parle, je suis convaincue, les conservateurs, c'est la grande tradition de la liberté. Enfin, je veux dire, c'est sur le plan politique, François-Xavier Bellamy, Laurent Wauquiez, ce sont des conservateurs ? Non, mais alors, juste laissez-moi finir, parce que je pense que concrètement, c'est important de s'entendre sur les mots. Je veux dire, quand vous conservez la liberté pendant longtemps, l'une des grandes forces de la droite, ça a été justement de lutter contre les totalitarismes durs, c'est-à-dire les régimes totalitaires et les totalitarismes mous. Donc ce qui consistait à vouloir réduire la liberté d'expression, d'opinion, qui était quand même, disons-le clairement, plutôt une tendance de la gauche, pour faire simple. Et puis c'est aussi conserver ce dont on a hérité jusqu'alors, c'est-à-dire l'égalité des chances par la méritocratie, c'est-à-dire l'école, évidemment l'éducation et la liberté d'entreprendre. Ça n'est simplement que l'alliance finalement de la liberté d'entreprise et de la France éternelle. Je suis convaincue, je me trompe peut-être, mais je suis convaincue qu'une majorité de Français, et notamment d'électeurs de droite, sont dans cette disposition de l'esprit de vouloir conserver. Il faudra bien quelqu'un pour l'incarner à un moment. Et donc, ou aujourd'hui. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Et c'est précisément... Ça passera par vous ? Non, c'est précisément... C'est un peu une question hasardeuse, si vous voulez, pour une simple raison, c'est que...
On est dans une forme de démarche de voyance, hein, parce qu'aujourd'hui, les choses vont tellement vite. Sauf que vous parlez du conservatisme. Aujourd'hui, vous dites que c'est un enjeu pour aujourd'hui, une valeur pour aujourd'hui. Donc, qui va le porter aujourd'hui ? On est dans une course de fond. Vous êtes en train de me demander qui va passer la ligne d'arrivée alors qu'on n'a même pas constitué l'équipe de départ. C'est quand même un peu compliqué. Enfin, je veux dire, là, il y a un travail. On a du mal à voir qui vous mettez dans l'équipe et si vous vous y placez vous-même. En tout cas, ce qui est certain, quand je vous écoute, j'ai envie de dire que la réponse est oui. Vous êtes dans cette équipe de départ. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, je n'ai pas d'ambition personnelle. Très honnêtement, je suis très heureuse de ce que je fais et je considère que je fais aujourd'hui de la politique au sens noble, c'est-à-dire que j'essaye de servir la cité à mon petit niveau. Et vous serez au service de vos idées si c'est nécessaire. Mais en tout cas, si je peux être utile d'une manière ou d'une autre à un moment donné, précisément pour essayer de construire cette grande alliance des droites, je le ferai à mon niveau si ça peut être utile. Voilà. Après, vous dire quand, comment, avec qui, je pense que la première étape, c'est, je l'espère, c'est déjà qu'il y ait en effet des élus, des cadres courageux chez les Républicains qui peut-être aillent au bout de la solution. Ceux qui ont déjà été aux responsabilités, je pense à Laurent Wauquiez par exemple, eux, ils doivent tourner la page, on doit tourner la page et faire place à de nouveaux visages. Ça, c'est à vous de voir la forme que ça va prendre. Mais moi, je m'interpelle sur Laurent Wauquiez. Est-ce que vous avez envie de travailler avec lui ? Je veux dire, l'une des premières choses que fait Laurent Wauquiez au lendemain des Européennes, c'est d'essayer d'évincer François-Xavier Bellamy de son, de la tête du groupe au Parlement européen pour pouvoir mettre Geoffroy Didier, voilà, qui lui prône une alliance des droites. Si vous voulez, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Enfin, je veux dire, c'est pas possible d'être crédible politiquement quand on a ce genre d'attitude. Je veux dire, ça fait des années que ça dure, mais déjà à l'époque de Nicolas Sarkozy, alors je sais qu'il est populaire, l'éloignement crée le prestige, et j'en tire aussi un certain nombre de bénéfices, mais n'oublions pas quand même que Nicolas Sarkozy, c'est l'homme qui avait cherché à faire entrer dans son gouvernement Christiane Taubira à l'époque. Je veux dire, il explique aujourd'hui la droite est morte. Après les avoir tous tués, ils sont tous morts. Oui, chapeau l'artiste, merci pour cette belle œuvre. Donc si vous voulez, à un moment donné, je veux dire, pourquoi par exemple Matteo Salvini a tellement de succès et bénéficie d'une telle popularité que tous les politiques regardent avec une envie incroyable en Italie. Y compris votre tante Marine Le Pen. Mais oui, mais précisément parce que Matteo Salvini, il tient ses engagements, voilà, dans les marges de manœuvre qui sont les siennes, il tient ses engagements, il va au bout de sa logique et il ne se laisse pas terrorisé par une partie du système médiatique ou cette espèce de culpabilisation qu'exerce la gauche intellectuelle, la gauche politique sur la droite, qui la conduit en permanence à se justifier sur tout. Vous parliez tout à l'heure de Guillaume Pelletier. Il y a quelques jours, chez nos confrères d'RTL, il a eu la phrase suivante : « Nous ne voulons plus d'un parti qui, pour s'opposer au communautarisme islamiste, propose un autre communautarisme chrétien ou autre. » Non mais vous voyez où en est le niveau, quoi. C'est quand même à pleurer. Je veux dire, oui, ce qui menace la France aujourd'hui, c'est le communautarisme chrétien, bien sûr. Tout le monde va y croire. Non, je pense que c'est le néant de la pensée politique. Là, on est clairement... Mais enfin bon, ce qui est un peu rassurant, c'est que chaque fois que Guillaume Pelletier soutient quelqu'un, il perd. Donc au moins, c'est la bonne nouvelle de l'histoire. Sur les questions de société, il y a eu beaucoup de débats toutes ces dernières années, ces derniers mois. Vous, parfois, vous avez aussi suscité le débat par vos propres positions. Je voudrais qu'on passe rapidement en revue quelques sujets pour que vous me disiez où vous vous situez aujourd'hui. Le mariage pour tous, par exemple. Vous avez défilé à l'époque contre le mariage pour tous. Est-ce que vous le referiez aujourd'hui ? Oui. Oui, je le referai aujourd'hui parce que je l'ai pas fait par idéologie ou par méchanceté, par homophobie, par je ne sais quelle d'ailleurs phobie qu'on pourrait m'attacher. Je l'ai fait parce que je considérais que cette loi allait avoir des incidences par succession, par effet domino, qui allait impacter l'ensemble de la société. Mais est-ce que ça a déstabilisé la société depuis ? Et c'est si vrai qu'aujourd'hui, regardez, on a commencé par le mariage homosexuel, donc qui a entraîné mécaniquement l'adoption, ce qui était logique puisqu'on a aligné la loi, qui est en train d'ouvrir la voie à la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. Ouvrira la voie, c'est écrit, c'est inéluctable, à la gestation pour autrui pour les couples d'hommes. C'est pas ce que dit le président de la République. Oui, qui a mais dit qu'il ferait l'ouverture de la